La carte sport de combat de l'année, c'est le dimanche 16 novembre à l'Ariake Arena de Tokyo, One 173. Je suis personnellement fan des cartes multidisciplinaires chez One Championship, même si les fans de pied-point sont allergiques au grappling et que le MMA est en mode survie depuis plusieurs années dans l'organisation. Ce One 173, c'est la suite logique de One 172 qui fut très bien fourni, que ce soit sur la qualité ou la quantité des combats. Mais avec cette nouvelle carte japonaise, on part clairement sur du bigger and better. Ça me rappelle la carte post-pandémie One X. Et bordel, One X, c'était quelque chose de transcendant pour les fans de l'organisation. Le romantique que je suis s'en rappellera toujours. Est-ce que One 173 peut faire mieux? Sur le papier, clairement, oui. On est au Japon où de nombreux ex-champions japonais du K1 combattront devant leur public. Des monstres thaïlandais du Muay Thai viennent pour foutre le bordel. 7 ceintures sont en jeu dans 3 disciplines différentes. Ce One 173, c'est un petit peu le All-Star Game du pied-point et le meilleur de ce qui reste du MMA chez One. Pour les fans hardcore du pied-point qui veulent la mort du MMA chez One, je pense que la hype de l'event pourrait vous aider à apprécier des match-ups fun et solide. Pour les fans de MMA, c'est le moment de vous plonger dans l'ambiance japonaise des autres sports de combat. Voir de la violence pure avec les fameux petits gants en Muay Thai, mais aussi un niveau de kickboxing de zinzin. Tout le monde devrait y trouver son compte. À grosse carte, grosse preview, on lance la carte de l'année. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Hiroki Akimoto versus Wei Rui. Combat en kickboxing pour un clash des origines. Le karaté japonais versus le sanda chinois, qui sont deux versions différentes du full contact. Je vous parlais de la carte One X de 2022 et c'est là où j'ai découvert Hiroki Akimoto qui avait battu le Thaï Kapitan, ancien champion du Lumpini. Mais depuis, c'est compliqué pour Akimoto qui avait enchaîné 3 défaites d'affilée après cette victoire avant de se reprendre face à John Lineker. Ce combat Akimoto versus Rui est la deuxième confrontation entre les deux hommes. Et c'est Wei Rui qui l'avait emporté. Le chinois avait gêné le japonais dans le premier round en envoyant sa jambe arrière constamment en middle kick. Akimoto s'est mieux repris en augmentant la pression sur Rui, notamment avec son anglaise, et est parvenu à bloquer les kicks du chinois. Akimoto a voulu garder un pace agressif dans le troisième, mais Rui a placé de beaux types et se déplaçait bien pour chercher les bons angles, obligeant Akimoto à le chasser. Un dernier round extrêmement serré a montré du volume des deux bords, même si Rui a montré peut-être un petit peu plus d'efficacité au niveau de la connexion des coups. Akimoto doit absolument confirmer après sa dernière victoire. J'attends donc une revanche tout aussi disputée que le premier combat. Et surtout au Japon où performer devant son public est un devoir. Ryogo Takeuchi versus Shamil Erdongan. Match-up MMA chez les heavyweight. Takeuchi vient de Deep, une belle organisation MMA japonaise et affiche un record de 5-1. Le japonais a un power fou dans les mains et peut sécher n'importe qui sur un punch. Mais tout ce qui touche au grappling, ça a pas forcément l'air d'être son fort. Sa défense de lutte et son sol face à Paul Elliott étaient à la rue, et ça pourrait être un problème. Shamil Erdongan est lui doué en lutte et plutôt agressif dans ce domaine. Le Turc pourrait se régaler sur le ground and pound tant Takeuchi est amorphe sur le dos. Puis Erdogan a aussi déjà séché ses adversaires sur KO. À 12-0, le Turc est clairement l'avenir des heavyweights chez One Championship. Ce match-up est un petit peu criminel de la part de One pour Takeuchi qui se bat chez lui. Le japonais devra amener le combat dans ces conditions pour espérer briller. Rendre le tout un peu sale pour avoir une chance. Jake Peacock versus Soo Kim. Combat en Muay Thai chez les Bantamweight. Issu du Road to One Canada édition 2024, le Britannique Jake Peacock fait face à son plus gros défi. Après avoir effacé 2 Japonais avec la manière, Jake affronte un gros morceau en la personne de Soo Kim. Ancien champion du Lumpini dans 3 catégories différentes, le Thaïlandais affiche un record de 6-2 chez One. L'expérience pro est clairement du côté du Thaï.
Thaï. Et même si c'est souvent le cas entre un Thaï et un étranger, le CV de Soo Kim est effrayant. Avant de rentrer chez One Championship, le bonhomme a déjà affronté Tenshin, Rodtang ou Superlek pour ne citer que. Le Thaï peut se manger une douzaine de punch clean, se battre 2 rounds sur le pied arrière, mais rester dans son combat et terminer son adversaire sur un power jab. Sa jambe avant est puissante et rapide et son bras avant est tout aussi dangereux. J'aime beaucoup son crochet gauche. Jake Peacock qui aime choper les jambes, presser dans les cordes et boxer agressivement a tout pour rendre ce combat divertissant. A-t-il le coffre pour pousser le Thaï sur 3 rounds et tenir un rythme de zinzin face à un menton d'acier? En tout cas, ce match-up est fait pour nous divertir, alors j'en ai beaucoup d'attentes. Giancarlo Bodoni versus Rafael Lovato. Le seul combat en grappling de la soirée, mais probablement déjà trop pour les fans de pied-point. C'est un peu le choc des époques. Giancarlo représentant le BJJ moderne pour son passage chez New Wave avec Danaher ou Gordon Ryan et ses victoires à ADCC en 2022 et 2024. Lovato est plus old school et a collecté les médailles au Pan Am ou chez IBJJF. Il a aussi brillé en MMA où il a gagné le World Tournament chez Bellator. Mais ça n'est pas la première fois que Lovato s'oppose à la nouvelle génération et généralement ça finit pas très bien pour lui. Il n'est pas à son avantage face aux meilleurs de ce monde, les Craig Jones, les Felipe Pena ou les Keynan Duarte. Mais on ne va pas commencer à juger des contre-performances face à des monstres blindés de stéroïdes. Ce match-up est juste une confrontation fun, pas nécessaire, mais bien pensée. Shinya Aoki versus Hiroki Tetsuka. Match-up 100% nippon en MMA chez les lightweight 170 livres chez One. Même si la légende Aoki n'avait pas prononcé le fameux mot retraite ou fini pour parler de sa carrière en MMA, son dernier speech surblindé d'émotions à One 172 laissait peu de doute quant à la continuité de son activité. Et pourtant, le revoilà. Et cette fois-ci, ça sent vraiment la dernière danse. 60 combats pro à 42 ans d'âge pour le vétéran de Deep, Dream, Pride, Shuto et bien d'autres encore. Le grappleur de haut vol affronte un autre habitué de One Championship, Hiroki Tetsuka. Ancien combattant chez Pancras, Tetsuka cumule une fiche de 7-3 chez One avec 3 soumissions et 3 KO. Clairement, on ne s'ennuie pas avec ce gaillard qui aime avancer et frapper fort. Même si la technique semble être un petit peu limitée en striking, le volume est là, le KO power aussi. Et il est aussi quand même rapide dans ses entrées. Attendez-vous à de gros punch au corps et à des puissants crochets. Mais on sait qu'en face, Shinya veut amener le combat au sol. L'icône du MMA nippon voudra partir sur un finish et si possible dans le premier round. Et même si Tetsuka se débrouille plutôt pas mal au sol, si Aoki réussit son premier takedown, il va falloir se relever très vite. Pas le match-up le plus simple pour un pot de départ, mais une légende ne recule jamais devant un défi. Shozo Izojoma versus Tai Ruotolo. Match-up MMA chez les lightweight. Pourquoi ne pas avoir attendu un peu plus pour les débuts de Tai Ruotolo avant de jeter le très jeune prometteur Adrian Lee dans la fosse au lion? Misère de misère. On ne refera pas le passé. Shozo Izojoma vient d'une promotion de seconde zone Gladiator alors que le Japon est blindé de super organisations. On va passer sur les choix douteux de One Championship. Oui, le japonais est invaincu, mais compte tenu de son style, la tâche s'annonce plus que compliquée face à Tai Ruotolo. Izojima aime amener ses adversaires au sol, travailler la position, scorer. Chose qui sera impossible à faire face à l'élite mondiale du Jiu-Jitsu. Tai défendra probablement toute la lutte du japonais, et même si par miracle l'américain se retrouve sur le dos, c'est le japonais qui sera aussi en danger. Match-up suicide de Shozo qui va servir de chair à canon pour la fiche de Tai Ruotolo. Alors je comprends que l'américain soit encore techniquement débutant en MMA. Son premier kick lancé à Adrian Lee était d'ailleurs odieux. Alors oui, on doit aller crescendo sur le niveau de ses adversaires. Mais on sait aussi très bien que si son opposition est moyenne, il va rouler dessus. Shozo, le grappleur, va devoir striker et tenir à distance l'américain et le finir très vite. Bonne chance quand même. Kana Morimoto versus Stampfertex. Combat kickboxing en atomweight. Enfin, le retour de Stampfertex. La pauvre s'est
exploser le genou en mai 2024. Se déchire le ménisque, se fait opérer, fait sa convalescence et rechute en mai 2025. Ce qui a repoussé encore un peu son retour. Ça ramène son dernier combat 2 ans en arrière et c'était en MMA. Son dernier combat en pied-point remonte lui à janvier 2023. Doit-on craindre le fameux ring rust? Même pour une combattante taille typique ayant commencé la compétition en très bas âge, un mental d'acier ne peut pas forcément tout guérir. On espère surtout que la combattante de 27 ans soit en bonne santé. Face à elle, une ancienne championne du K1, Kana. Alors j'adore la boxe de la japonaise, mais il faut avouer qu'elle a quand même été en difficulté face à une légende du kickboxing, Anissa Mekson. Puis elle s'est aussi fait rouler dessus par la Queen Fejija chez elle à 172. Aucune honte à perdre face à la tueuse thaïlandaise. Mais ça reste un événement très difficile à vivre pour une japonaise, qui plus championne du K1 chez elle au Japon. Et justement, sa survie chez One pourrait dépendre de ce combat face à Stamp. Et là où je vais lui laisser une chance, c'est que je trouve que pour Stamp Fairtex, passer de sa discipline de prédilection, le Muay Thai, au kickboxing n'est pas forcément une chose si évidente si on compare aux autres combattants thaï. Stamp Fairtex a eu très peu d'expérience en kickboxing. Puis avec un genou potentiellement en péril chez la thaï, la japonaise pourrait combiner en haut pour frapper fort en bas. Combat placé sous le signe du stress avec pas mal d'enjeux. Yuki Yosa versus Super Lake. Combat kickboxing chez les Bantam. Yuki Yosa est l'une des récentes multiples signatures japonaises de la part de One Championship qui semble vouloir s'accaparer tout le gratin du K1. Alors que je vous rappelle que Chatri avait littéralement chié sur la scène kickboxing japonaise le jour de la conférence de presse pour la signature de Takeru. C'est bizarre, on dirait que son avis a changé de bord depuis. Yuki est donc champion du K1 2023 et est originaire du karaté. Il a déjà validé ses 2 premiers combats chez One à la décision, ses calf kicks semblent poser de gros problèmes à ses adversaires, et son habileté dans chaque stance rend la tâche d'autant plus pénible pour le camp d'en face. Et toute cette activité dans les jambes peut aussi laisser de la place en haut. Petchanong en a d'ailleurs récemment fait les frais en se faisant knockdown dans le deuxième par cette main arrière bien préparée par le japonais. Rente de fou d'ailleurs. On sait que Super Lake a déjà bien roulé sa bosse en kickboxing et pour sa dernière confrontation, il a d'ailleurs infligé une défaite à la superstar japonaise Takeru. Le taille était ingérable en 2024. Bien préparé, il était imbattable. Moins bien préparé, il a manqué le poids et a aussi perdu. Mais Super Lake retient la leçon et se prépare physiquement pendant des mois pour mieux gérer son poids. L'ex-champ sera prêt à remettre une clim à Tokyo. Je vois mal le Thaï accepter le pace de Yuki tant il aime imposer son volume lorsqu'il est dominant. Mais timer des counters pour des calf kicks reste un travail d'orfèvre. Le timing est très court et Yuki peut en envoyer des douzaines. Impossible de tout counter. Il faut un game plan solide et complet pour contrer la game du japonais. Hâte de voir ce que les deux combattants nous préparent. Une belle place au classement est à gagner et rapprocherait le gagnant de la ceinture. Rukia Hanpo versus Marat Grigorian. Combat featherweight en kickboxing. Je ne sais pas si ce combat est là pour relancer des runs de carrière, satisfaire un esprit de revanche ou tout simplement pour le divertissement. Rukia Hanpo est champion du K1 2019 et finaliste du K1 Grand Prix 2021 face à Masaaki Nori. Il a préféré signer un contrat de 3 combats chez One plutôt que de re-signer chez Rising, avec les yeux rivés sur une vengeance face à Noiri. Il faut aussi croire que Chatri a finalement compris qu'il fallait sortir le chéquier pour conquérir un marché. Revenons dans le ring. Déjà, Hanpo est fun à regarder. Sa boxe en ligne est violente, ses crochets sont puissants, et le japonais aime chercher les genoux au visage de façon assez spectaculaire. Ça va quand même vite et ça connecte régulièrement avec tout le volume qui est donné. J'ai hâte de le voir face à un monument du kickboxing. Marat Grigorian a bercé mes envies de cartes chez One. Quand je pense kickboxing chez One, je pense à Marat. Oui, je vous vois venir les fans hardcore, les OGs, les vrais, les gatekeepers. Marat est champion du Glory, champion du K1, oui. Peut-on prendre un moment pour apprécier les combats que l'Arménien nous amène? Certes, avec son palmarès, on doit s'attendre à de grosses confrontations. Rien que chez One, Superbon, 2 fois, City Chai, Chingiz Alazov, oui, il les avait déjà affrontés dans Dotsorga. Mais personnellement, ça me hypait encore toujours à chaque fois. Alors ce faux retour symbolique au K1 pour affronter Hanpo, je trouve ça plutôt cool. Surtout que Marat ne se fait pas finir même s'il perd. Le japonais pourra-t-il tenir le rythme imposé par la légende arménienne? Ou finira-t-il esselé dans les cordes?
Takeru Segawa versus Denis Puric. Combat kickboxing chez les flyweight. Est-ce la dernière danse pour notre petit prince adoré Takeru? La mégastar du kickboxing nippon a connu sa première désillusion face à l'autre star Tenshin Nasukawa lors du gigantissime The Match 2022. La défaite chez les Japonais, c'est le drame assuré. Un Takeru en miettes au micro du speaker avait laissé des millions de fans en détresse. Le Japonais nous apprendra plus tard en conférence de presse hostée par K1 qu'il fut rongé par des problèmes de dos, de genoux et qu'il se fera opérer de la main quelques semaines plus tard. La route vers la récupération physique et mentale sera longue. Puis vint Chatri, lui qui rêve de Japon, signe la superstar japonaise et en profite pour chier publiquement sur la scène kickboxing nippone. Même pour les plus grands businessmen de ce monde, la communication est un art périlleux. Et il faut dire que les débuts de Takeru chez One sont compliqué. Supposé affronter un Road Tank qui se blesse, One a la bonne idée de donner Super Lek comme remplaçant. Un véritable bourbier qui a des allures de piège tendu par l'orga. Super Lek est imbattable cette année, Takeru y passera. Puis le japonais se rattrape face au birman Thanzin, mais se fait dropper dans le premier round. Même si le retour gagnant de Takeru dans le deuxième fait énormément de bien, on est passé très proche de la catastrophe. Catastrophe qui aura tout de même lieu face à Road Tank pour One 172 au Japon. Le taille anéantit Takeru en un peu plus de 80 secondes. Les fantômes de la dépression pointent le bout de leur nez. Alors quid de Denis Puric? Est-ce le meilleur match-up pour un potentiel dernier combat? Non. Son nom n'est pas le plus clinquant. Mais le Canado-Bosniaque a déjà combattu sur la grosse scène. 40 ans, 3 défaites, 2 victoires, un no contest chez One. Il a déjà combattu Rod Tang ou Elias Mahmoudi. Denis est une vraie teigne et aime donner des combats à ses adversaires. Même s'il perd, le gaillard avance et veut brawler. Alors Takeru est clairement au-dessus techniquement, mais même s'il est plus jeune, on sait que les blessures peuvent pourrir son camp et ses combats. Alors même si le Canadien Denis Puric veut finir le combat en un round, un Takeru à 100% physiquement et mentalement devrait pouvoir passer cet obstacle. Yuya Wakamutsu versus Joshua Pathio. Championnat flyweight en MMA. Un combat chargé en émotions tant les deux combattants nous ont fait vivre de belles choses. Pathio, actuel champion des flyweight, et Wakamutsu, actuel champion des bantamweight, combinent à eux deux 31 combats chez One Championship. Wakamutsu avait pris sa revanche chez lui à Tokyo pour One 172 face au redoutable Adriano Moraes. Il décroche la ceinture dans une ambiance débile. Alors que Joshua Pathio a entériné tous les doutes lors de sa deuxième confrontation face à Jared Brooks au Qatar. Les Philippines célébraient alors leur deuxième champion chez One Championship. C'est vrai que Rhys McLaren aurait pu être considéré sur ce match-up, mais il sera finalement libéré par l'orga. Alors One nous offre le meilleur match-up possible dans ces conditions pour les deux catégories que sont les strawweight et les flyweight. Wakamutsu peut pousser agressivement au jab, passer des entrées-sorties furtives en 1-2. Le japonais a du power dans la main arrière. Ayant commencé par la boxe, son footwork est vraiment mobile. Et ses débuts en pancras ont forgé son style agressif mais fluide. Ses coups au corps ont plié Adriano Moraes, Joshua Pathio devra faire attention dans la zone. Le Filipino a été un modèle de résilience face à Jared Brooks. Après avoir passé 5 minutes sur le dos dans le premier round, le Filipino lance la carte Uno Reverse et passe 5 minutes de ground and pound dans la garde complète de l'Américain. Incroyable moment devant un paquet de fans philippino. Génial. Après, Wakamutsu ne devrait pas lancer de kick isolé comme l'avait fait Jared Brooks. Et pour Pathio, amener le combat au sol face aux Japonais sera un vrai défi. Est-ce que l'on doit se préparer à une bataille en stand-up ou Wakamutsu va profiter de son léger avantage physique pour dominer la lutte? Combat 50% hypant, 50% stressant, que le meilleur gagne. Nabil Hanan versus Hiromi Wajima. C'est la première tuile annoncée il y a quelques jours au moment où j'enregistre cette preview. John Haggerty se blesse à l'épaule. La ceinture bantamweight en kickboxing n'est plus en jeu. Merde. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment avoir 18 combats qui tiennent jusqu'au jour J? D'autant plus chez One Championship, avec les pesées et les tests d'hydratation qui s'en viennent. Oh putain. Ce sera donc un combat de gala en featherweight en kickboxing entre Nabil Hanan et Wajima. Bah oui, tant qu'à faire,
clair, on va pas trop forcer la coupe de poids. Il faut quand même mettre en avant le peu d'expérience en kickboxing pour Nabil Hanan. Il admettait lui-même l'été dernier qu'il sortait de sa zone de confort en entrevue avec Sportskida. Le premier test face à Ilyas Enahachi a été concluant. Nabil a quand même dominé les débats jusqu'à un malencontreux coup bas dans le troisième qui a mis un terme au combat. Et même si John Haggerty est lui aussi un Nakmuay, on peut penser que cette annulation soit plutôt un mal pour un bien pour Nabil. Passer à un championnat en kickboxing après un seul combat peut paraître un peu périlleux. Nabil n'a que 21 ans et toute sa carrière devant lui. Je sais bien que One presse ses stars pour devenir encore plus grandes, mais personnellement je suis pas si pressé que ça de voir Nabil décrocher 2-3 ceintures de plus. Affronter Hiromi Wajima, ancien champion du K1 chez lui, demeure quand même un beau défi. Une victoire pourrait le rendre plus confiant et renforcer son futur choc face à John Haggerty. Quid de Wajima? Son contrat avec K1 expire en juillet 2025 et 2 mois plus tard, il signe chez One. Alors je trouve quand même son style un petit peu particulier. Sa boxe est au service de ses kicks. Beaucoup de préparation autour du low kick. Mais je répète souvent que bien préparer les kicks, ne pas les isoler, c'est ce qui fait leur efficacité. Et Wajima a remporté une paire de combats ainsi. Le japonais vous aura à l'usure à force de découper vos jambes. Mais sa garde en boxe peut être très poreuse. Face au géant Nabil et à son allonge de fou, je ne suis pas sûr que ce game plan peut fonctionner. Si le champion Thaï tient le japonais à distance et le combat avec son range, Wajima pourrait passer une sale soirée. Sacré début pour lui. Christian Lee versus Aligeb Rasulov. Championnat MMA chez les lightweight. Deuxième acte d'une première partie ratée due à un high poke dans le deuxième round. Le premier acte ayant eu lieu pour One Fight Night 26 en décembre 2024. Christian Lee, champion incontesté, termine le combat en jouant les ophtalmologues. Et lors de cette première opposition face à Rasulov, Christian rentre plutôt bien dans le combat en pressant le Turc à l'aide de son jab et de sa jambe arrière. Et c'est lui qui préfère enclencher les phases de lutte face au lutteur en premier. Rasulov a été une vraie opposition en connectant pas mal de counters sur les entrées en jab de Christian Lee. Il défendait aussi évidemment très bien la lutte. Alors Rasulov commençait un peu à accuser les strikes de Christian Lee, mais la cardio du champion et sa garde commençaient un peu à baisser dans le deuxième round. Le troisième round aurait été super intéressant. Christian Lee, c'est un petit peu le combattant fougueux. Parfois maladroit, des fois inquiétant au niveau de la cardio, mais il reste debout. Continue de se battre. Même dans les eaux les plus profondes, il n'abandonne jamais. Seul Martin Nguyen l'a fini en 2016. Mais il faut aussi noter que Lee a perdu ses 2 oppositions qui sont allées au bout des 5 rounds. Comme je vous le disais, son physique peut afficher un peu de limite. La chose que je veux retenir, c'est son côté divertissant, agressif mais aussi varié. Strike, lutte, tentative de takedown, phase au sol. C'est génial à regarder, mais dans la cage, physiquement, c'est éreintant. Rasulov de son côté est un excellent lutteur, mais je trouve que le ring fait un petit peu défaut à son style de combat. C'est pas évident de travailler la lutte dans les cordes. Et shooter au milieu du ring dans un espace restreint, ça peut être un peu perturbant aussi. En tout cas, je pense que les 2 hommes auront appris de leurs 2 rounds passés ensemble dans le ring. Et je suis vraiment content qu'on puisse voir la suite. Nadaka Yoshinari versus Numsurin. Championnat atomweight 115 livres en Muay Thai. Quelle découverte que fut cette extraterrestre Nadaka Yoshinari à 172 pour moi. Le japonais est un phénomène. Champion du Raja, champion du Lumpini, niveau de zinzin. Vitesse, c'est le premier mot qui vient à l'esprit quand on découvre cette pépite de 24 ans. Alors je sais bien qu'on est chez les petits gabarits, mais l'exécution de sa boxe est hallucinante. Les entrées-sorties sont plus que furtives, sa gestion de la distance est d'une autre planète. Les low kicks sont puissants et réguliers, tant le japonais est autant à l'aise jambe avant que jambe arrière. Une stance plutôt large lui permet d'être furtif en attaque et évasif en défense. Ça feinte dans tous les sens et les changements de niveau sur ses kicks sont ultra perturbants pour ses adversaires. Même sur les brèves phases de clinch, on le voit initier les balancements avant son adversaire. J'ai aussi beaucoup apprécié sa technique sur les catch kicks, ce mec est ingérable. Sa dernière défaite remonte à 2019 et le phénomène japonais a raflé 39 victoires d'affilée depuis. Doit-on se réjouir d'une vraie confrontation face à Numsurin et sa fiche parfaite de 6-0 chez One? Sur le papier, oui, le Thaï est clairement dans les top contenders pour les One Friday Fights chez les atomweight. À noter une inactivité de presque 2 ans entre 2023 et 2025 pour laquelle je peux
pas trouver la raison. Est-ce que vous la connaissez? Mais force est de constater que le potentiel ring rust n'a pas été un problème pour lui. Noomsorin opère dans une stance plus classique. Les deux pieds plus serrés, bien ancrés dans le ring. Solide, prêt à faire face à la boxe de son adversaire. Il aime avancer tranquillement et pousser progressivement dans les cordes. On l'a vu knockdown des adversaires dans la poche où il y a clairement du danger au niveau des mains. Alors rester solide, c'est bien, mais je le vois quand même à des années-lumière en ce qui concerne la vitesse d'exécution comparée aux japonais. J'ai un peu peur que le Thaï soit complètement dépassé et court après son combat. Croyez-vous à la fable du lièvre et de la tortue sur 5 potentiels rounds? Rodtang versus Nongo. On a souvent, à juste titre, accusé Rodtang de prendre les match-ups les plus faciles pour ses défenses de titre. Il faut dire que depuis Jonathan Haggerty, c'est plutôt criante vérité. Oui, je pense que One et Chatri y sont clairement pour quelque chose, protéger ses stars à tout prix. Et je ne mentionnerai même pas toutes ces pesées manquées. Ah bah si. Il aura fallu attendre trop longtemps avant de le voir affronter Superlek et la ceinture n'était même pas en jeu. Et depuis cette défaite, ces confrontations n'ont pas été compétitives. Si l'on se fie au classement actuel, affronter Nongo est plutôt logique, puisque Superlek se battant sur la même carte n'est évidemment pas disponible. J'adorais Kanthorani et son shot me semblait amplement mérité, jusqu'à ce qu'il perde contre Nongo. Je ne vous ferai pas l'affront et je ne lui ferai pas l'affront de présenter la légende de 38 ans qui, elle aussi, a bercé mes envies de cartes chez One Championship. J'aurai toujours un respect éternel pour cette icône qui m'a fait vivre des moments incroyables devant mon écran. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que Rodtang puisse récupérer sa ceinture face à un homme de 38 ans qui affiche 2 victoires et 4 défaites pour ses 6 derniers combats chez One. Ça me gêne. Et bordel, pourtant je sais que Nongo reste un gros obstacle à passer. Et j'y crois toujours, mais j'ai encore ce goût amer dans la bouche. Rodtang va encore être à l'avantage. Même s'il a gagné 100% légitimement, la confrontation face à Takeru n'a pas vraiment été un combat. Le Thaï a déroulé face à un vaillant Jacob Smith sans option. Denis Puric a fait ce qu'il a pu. Et son fight contre Superlek était quand même compétitif. C'est plus ce genre d'action qu'on aimerait voir avec Rodtang. On va donc compter sur probablement ce qu'est la dernière opportunité pour Nongo pour récupérer sa ceinture qu'il avait à l'époque défendue 7 fois de suite. Le vétéran nous a sorti 2 grosses batailles face à Kanthorani, on va avoir le même guerrier. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce match-up pour Rodtang. Et nous voici enfin arrivés au main event de cette carte complètement folle. Masaaki Noiri versus Superbone. Unification de la ceinture featherweight en kickboxing. On ressaute les 2 pieds joints dans le romantisme avec la magnifique histoire de Masaaki Noiri. Issu de la vague de signatures japonaises chez One Championship, le japonais a récolté les titres au K1 dans 2 catégories, gagné chez Crush et flirté avec l'or chez Glory. Ses débuts chez One sont compliqués. 2 défaites de suite à la décision qui laisse la porte ouverte à Chatri pour disser la scène japonaise. Une victoire le positionne dans un siège inattendu, un championnat intérimaire face à la terreur Tawanchai. Et dans un combat épique, Noiri efface tous les doutes. Rentrer dans le ring sur une fiche de 1-2 chez One face à Tawanchai, gagner la ceinture intérimaire au Japon sur une énorme carte, c'est incroyable. Qui n'a pas vibré à ce moment-là? C'est un peu aussi la revanche du Japon sur la Thaïlande. Après les propos dérogatoires de Chatri à l'encontre de ses propres signatures, délice. Et pour cette unification de ceinture, quel autre superbe défi qu'est Superbone. Gros morceau du Muay Thai et du kickboxing ayant gagné des titres dans des ligues différentes de chaque discipline. J'adore le travail du Thai sur les genoux et les high kicks. Cette facilité déconcertante à varier ses strikes de façon précise avec tout ce volume me plaira toujours. Superbone sait aussi très bien de se servir de cette activité avec les genoux pour pouvoir envoyer des feintes et derrière tiper ou envoyer du low kick. Ses coups au corps font mal quand les rounds avancent, sa jambe arrière est mortelle et ses blocages de kick sont un obstacle à considérer. Et Noiri peut perdre ses rounds quand il se fait tenir à distance. Mais il peut aussi se montrer redoutable dans la poche. Ses punch au corps peuvent briser un adversaire et on l'a vu à plusieurs
reprises popper des têtes avec ses crochets. On l'a vu aussi plusieurs fois finir ses adversaires dans les cordes au K1, et on sait aussi parfois que Superbone peut trop traîner dans la zone. C'est un peu comme s'il avait fallu faire ce combat quelques années plus tôt quand on regarde le parcours de chaque combattant. Mais de les réunir maintenant pour une unification de ceinture dans la plus grosse organisation mondiale de pieds-points, c'est génial. Je pense que les fans de kickboxing sont quand même bien. Il fallait que leurs destins se croisent. Un combat qui peut être compétitif pour finir la carte à Tokyo en kickboxing pour une ceinture, c'est un grand oui. C'est donc sur cette apothéose que la preview de la carte de l'année se termine. C'est peut-être juste une preview, mais j'y ai quand même mis beaucoup de temps compte tenu du volume de combat sur cette carte. Mais ça m'a fait le plus grand bien de mieux étudier les combattants ou même d'en découvrir certains. Je suis hyped. J'espère que vous l'êtes et que cette preview vous a encore plus donné envie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que les belles cartes chez One Championship, ça me met toujours dans un certain état. Et je sais que le multidisciplinaire n'est pas forcément au goût de tous, mais moi, j'adore. Et tant que ça existera, je vous partagerai ma passion pour ces grands rendez-vous. One 173, c'est dimanche 16 novembre, heure locale. Bonne carte à tous et vive notre passion pour la violence tant qu'elle est consentie et encadrée. Bye!